Non, parce que Michael Caine, vous avez suivi les célèbres cours de maître d'acteur. Oui, je les ai suivis. Oui, c'était dans les années 80, n'est-ce pas? Michael Caine a disparu pendant 7 jours en 2022. Personne ne savait où il était. Sa femme l'a traité de lion, mais elle n'a pas dit pourquoi. Puis des photos ont fait surface le montrant utilisant un déambulateur, luttant pour monter dans les voitures. La vérité était plus sombre que quiconque ne l'imaginait. À 89 ans, il cachait une maladie qui lui broyait les nerfs. L'opération était censée être de routine, mais quelque chose a mal tourné. En juillet 2025, les fans ont eu un premier aperçu de ce qui s'était réellement passé. Il était en fauteuil roulant, bandé, poussé par Vin Diesel. L'homme qui régnait autrefois sur Hollywood ne pouvait plus marcher. Michael Caine est né sous le nom de Maurice Joseph Micklowhite le 14 mars 1933, en plein cœur de l'un des bidonvilles les plus rudes de Londres. L'endroit était Rotherhithe, dans le sud de Londres, où l'air sentait la pierre humide et le vieux charbon. Son père travaillait au marché aux poissons, gagnant à peine 2 livres par semaine en transportant des caisses de fruits de mer à Billingsgate. Sa mère nettoyait les maisons d'autres personnes pour quelques centimes, rentrant à la maison avec des genoux douloureux et des mains meurtries par le frottement. Toute leur famille était entassée dans un appartement de 2 pièces sans toilette ni eau courante. Ils en partageaient un avec une douzaine d'autres familles. Maurice ne dormait pas sur un lit. Il dormait sur une pile de vieux manteaux. Les jours où la nourriture était rare, ce qui était la plupart du temps, sa mère ne mangeait pas juste pour que lui et son frère puissent manger. Puis, la guerre est arrivée. C'était en 1939 et les bombes allemandes ont commencé à pleuvoir sur les docks à proximité. Les nuits s'illuminaient de feu et de peur. Sa famille s'est enfuie à Norfolk, s'installant dans les maisons d'étrangers pour survivre. Mais la survie avait un prix. Entre 1940 et 1945, le jeune Maurice a vécu de rations de guerre si petites qu'elles semblent irréelles aujourd'hui. Seulement 2 onces de beurre, 4 onces de bacon, 8 onces de sucre. Pas par jour, par semaine pour toute la famille. Ses os n'avaient aucune chance. Il a développé le rachitisme, une maladie qui a courbé ses jambes et endommagé ses dents. Il marchait avec un balancement perceptible qui n'a jamais disparu. Et plus tard, cette même démarche est devenue une partie de ce qui l'a rendu inoubliable à l'écran. À l'âge de 8 ans, il ne pesait que 45 livres. Il avait toujours mal, toujours faim, et les effets sont restés avec lui pour le reste de sa vie. En juin 1948, à exactement 15 ans et 3 mois, Maurice a quitté l'école. Il aurait pu réussir. Il était intelligent, mais sa famille avait besoin d'argent plus que de notes. Son premier emploi était payé 10 shillings par semaine. Il a travaillé dans une société de production cinématographique appelée Peak Films. Il a commencé comme archiviste, puis est devenu le garçon de thé. Il a versé du thé aux producteurs et aux cadres, mémorisant leurs conversations, regardant les acteurs pendant les pauses déjeuner sans faire de bruit. Il s'est faufilé dans les abris anti-bombes non seulement pour être en sécurité, mais aussi parce que c'est là qu'il projetait assez des films américains. C'est là qu'il est tombé amoureux de Gary Cooper et Humphrey Bogart. La nuit, il s'entraînait à imiter leur voix devant un miroir fissuré, utilisant un morceau de verre brisé comme la coiffeuse d'une star de cinéma. Quand sa mère a trouvé sa cache de magazines de cinéma cachée sous le matelas, elle l'a grondé pour avoir rêvé trop grand. Mais cela ne l'a pas arrêté. Dès qu'il a reçu son premier chèque de paye, 2 livres et 10 shillings. Il a dépensé chaque penny pour un seul billet de cinéma pour voir les plus belles années de notre vie. Ce film est devenu sa religion. Son nom de famille, Micklewhite, avait plus de poids que la plupart des gens ne le savaient. Son grand-père était juif, ce qui signifiait que Maurice était juif aussi, même si personne n'en parlait. Dans les années 1950, être ouvertement juif dans le monde du cinéma était dangereux en Grande-Bretagne. Les directeurs de casting étaient subtils, mais brutaux. Ils rejetaient tous ceux dont le nom ne sonnait pas correctement anglais. Maurice a été refusé 47 fois.
Au début de 1955, il était épuisé. Un soir pluvieux, alors qu'il attendait un bus devant l'Odéon à Leicester Square, il a levé les yeux et a vu les mots « ouragan » sur le Kane sur l'enseigne du cinéma. C'était ça. Il a choisi le nom sur le champ. Il est légalement devenu Michael Caine. Cela lui a coûté 5 livres pour officialiser la chose, tout son salaire de la semaine. Son père n'a jamais vécu pour voir ce que ce nom deviendrait. Il est mort plus tard cette année-là, avant que le monde ne connaisse le nom de Michael Caine. L'homme derrière ce nom est parti à la guerre. En novembre 1952, il en a été envoyé combattre en Corée avec les Royal Fusiliers. Ce qui s'est passé là-bas l'a marqué à jamais. Le 7 mars 1953, lors d'une patrouille près de la colline 355, son unité a été prise en embuscade. 12 hommes sont sortis. 8 ont été abattus instantanément. Michael n'a survécu que parce qu'il a trébuché sur des barbelés et est tombé dans un fossé. Il est resté là pendant 6 heures, gelant à 15 degrés, entouré de corps. Lorsque des soldats chinois ont marché parmi eux, vérifiant s'il y avait des survivants. Il n'a pas bougé, il n'a pas respiré. Il a fait semblant d'être mort, couvert de sang qui n'était pas le sien. Cette nuit a tout changé. Il a failli perdre 3 orteils à cause des gelures. Mais plus que cela, il a perdu toute peur de la mort. Cette expérience lui a donné ce qu'il a appelé plus tard son arme la plus puissante, son calme. Sa médaille de la guerre de Corée est devenue sa possession la plus précieuse pour lui que n'importe quel Oscar. Après son retour au pays, il a obtenu un petit rôle non crédité dans un film intitulé A Hill in Korea en 1956. La raison pour laquelle Sauce a été choisi n'était pas pour son jeu d'acteur, mais parce qu'il bougeait comme un vrai soldat. Il l'avait vécu, mais cela ne voulait pas dire que le succès venait facilement. Quelques semaines seulement après le tournage, il a oublié ses répliques lors d'une représentation de La Mouette au Richmond Theatre. Le régisseur lui a crié dessus devant 200 personnes, lui disant qu'il ne travaillerait plus jamais. Il était humilié, figé sur place, à peine capable de parler. Il a sombré dans la dépression, a pris un emploi dans la construction à transporter des poutres d'acier pour 8 livres par semaine et a sérieusement envisagé d'arrêter de jouer pour toujours. En 1957, alors qu'il jouait au Lowestoft Repertory Theatre, il a jonglé avec 30 rôles différents en 25 semaines. Un soir, pendant l'importance d'être constant, il a fait tomber une lampe de scène en attrapant un sandwich au concombre. Le rideau a pris feu et un mur de flammes a jailli à 15 pieds de haut. Le public a crié, mais Caine n'a pas couru. Il a attrapé un extincteur, a éteint le feu et est resté complètement dans son personnage, plaisantant en disant que le temps était un peu chaud. La fumée a rempli la pièce. Les pompiers sont arrivés 20 minutes plus tard. Caine a continué à jouer même avec un costume brûlé et des sourcils roussis. Il a été condamné à une amende de 10 livres pour les dommages, plus de 2 semaines de salaire. Son nom sur le papier était Michael Scott lorsqu'il a rejoint le syndicat des acteurs en 1954 parce que quelqu'un d'autre avait déjà pris Michael White, mais ce nom n'a pas collé. En 1964, tout a changé pour de vrai. Il attendait un appel téléphonique de son agent concernant un rôle possible dans Zulu. Pris dans une tempête de pluie près de Leicester Square, il s'est réfugié dans une cabine téléphonique. Le téléphone a sonné, mais une vieille dame a répondu en premier, demandant Michael Scott. Désespéré de ne pas perdre le rôle, il a lâché. « Je suis Michael Caine. » C'était le nom sur une affiche de film à côté de la cabine. Ce moment accidentel est devenu permanent. Il a changé son nom légalement le lendemain même et a signé le contrat qui allait enfin faire de lui une star. Zulu a été le moment où tout a changé. Il jouait le lieutenant Gonville Brahmad. Il a été filmé en Afrique du Sud avec plus de 4000 figurants zoulous. Il avait 31 ans et a dû apprendre à avoir l'air de la classe supérieure pour se détacher de son image de classe ouvrière. Le film était basé sur la véritable bataille de Rorke's Drift en 1869
et avait un budget colossal de 4 millions de dollars, énorme pour un film britannique à l'époque. Son essai à l'écran a impressionné le producteur Stanley Baker, et soudain, Michael Caine était un nom dont les gens se souvenaient. Puis est venu Ipcress, Danger immédiat en 1965. C'était le rôle qui a créé un nouveau genre d'espion. Pas le James Bond en smoking, mais un homme ordinaire, portant des lunettes et faisant frire du bacon. Caine a ajouté cette scène de cuisine lui-même. Tout le film a été réalisé avec un budget serré de seulement 280 000 $. Et Caine n'a gagné que 4 000 $, mais il a rapporté plus de 2 millions de dollars dans le monde entier. Le public a adoré Harry Palmer parce qu'il avait l'air réel. Ce personnage a eu 2 suites et a fait de Caine une force sérieuse au box-office. En 1966, tout est devenu encore plus grand avec Alfie. Caine a joué un séducteur charmant et insouciant qui parlait directement à la caméra, ce qui était rarement vu à l'époque. Il a obtenu sa première nomination aux Oscars face à des légendes comme Richard Burton. Le film était bon marché à réaliser, seulement 200 000 $. Mais il a rapporté plus de 10 millions de dollars. Une scène a suscité l'indignation. Un moment calme et dévastateur où Alfie regarde un avortement clandestin. Le film a été interdit en Irlande et en Espagne. La Grande-Bretagne lui a donné une cote X. Caine n'a pas gagné beaucoup au départ, mais a pris un pourcentage des bénéfices, ce qui lui a rapporté plus de 100 000 $, plus que le salaire de tous ses rôles précédents, combinés. Cela n'a pas seulement changé sa vie, cela a changé la façon dont le monde le voyait. La réplique la plus célèbre de Michael K, « Vous êtes seulement censé faire sauter les foutues portes », est devenue une partie de la culture pop. Mais pendant le tournage de L'Or se barre, en 1969, les choses ont complètement dérapé dans les Alpes italiennes. Une cascade avec une Aston Martin DB4 décapotable était censée montrer la voiture tombant doucement d'une falaise à l'aide d'une explosion contrôlée. Au lieu de cela, les explosifs ont explosé trop tôt et avec beaucoup plus de puissance que prévu. George Ennis s'en souvient clairement. « L'explosion a failli frapper toute l'équipe, a-t-il dit. Elle a failli nous faire sauter. C'était énorme. Le feu s'est propagé si vite que les acteurs ont dû faire une chaîne de sauts depuis un petit ruisseau pour essayer de l'éteindre. Michael Caine a failli se faire renverser dans le chaos. L'Aston Martin a été détruite. Pour respecter le calendrier, les producteurs ont dû trouver une nouvelle voiture du jour au lendemain. Ils ont fini par déguiser une Lancia Flaminia argentée pour qu'elle ressemble à la DB4. Le producteur Michael Day a câblé des instructions à l'équipe de cascadeurs pour la deuxième tentative, disant qu'elle devait aller directement au-dessus de la falaise sans hésiter. 2 ans plus tard, en 1971, Caine a pris une autre décision audacieuse. Il a refusé la chance de jouer James Bond. Il ne voulait pas être piégé à jouer des héros lisses et charmants pour toujours. Au lieu de cela, il a accepté Carter, un film de gangster violent et froid. Il ne l'a pas joué comme une fiction. Il en a fait une affaire personnelle. Il a dit « Carter est le produit sans issue de mon propre environnement et de mon enfance. Je le connais bien. Il est le fantôme de Michael Caine. » Le film a été tourné à Newcastle upon Tyne de juillet à septembre 1970. Le vrai nom de sa doublure cascade était aussi Jack Carter, ajoutant une autre couche étrange. La façon dont il bougeait, la façon dont il agissait, c'était si contenu et si vif que cela a fait que les films de gangsters britanniques ont eu l'air complètement différents de tout ce qui avait précédé. En 1975, pendant le tournage de L'Homme qui voulut être roi avec Sean Connery au Maroc, les choses ont failli tourner au tragique. Pendant une scène dangereuse de pont de corde, un cascadeur nommé Joe Powell a fait une chute de 80 pieds sur des boîtes et des matelas. Le réalisateur John Huston a qualifié cela de la cascade la plus dingue que j'ai jamais vue. Mais Connery, qui détestait les hauteurs, a failli refuser de faire sa part. Il a demandé à Huston si le pont était sûr. Huston a juste dit « Sean, le pont ressemble à ce qu'il a toujours été. La seule différence est qu'aujourd'hui, vous allez vous tenir au milieu. » À un moment donné,
Kane a confronté un assistant réalisateur au sujet du traitement raciste de leur co-star, Sahed Jaffrey. Ce film a été tourné en partie au Maroc et en partie au Pinewood Studios. Il a mélangé la musique classique indienne à l'orchestration européenne dirigée par Maurice Jarre, ce qui en a fait l'une des productions les plus originales de la décennie. En 1978, Kane est apparu dans California Suite en jouant un mari gay face à Maggie Smith qui a remporté un Oscar pour son rôle. Mais Smith avait une réputation. Kane a averti Michael Palin des années plus tard. « Surveillez-la. Elle va voler cette scène sous vos pieds. » Richard Burton avait dit la même chose, qu'elle ne se contentait pas de voler des scènes. Elle commettait de grands larcins. Le film racontait 4 histoires dans un hôtel de Los Angeles. Et même si le casting était rempli de stars comme Jane Fonda et Bill Cosby, la performance de Smith a pris le dessus sur chaque scène dans laquelle elle entrait. La même année, Kane a fait un film qu'il a profondément regretté plus tard. L'inévitable catastrophe était un film sur des abeilles tueuses attaquant des villes. C'était un désastre. L'idée était déjà tirée par les cheveux, mais l'exécution l'a empiré. Les abeilles ont été attirées en mer, aspergées d'huile et incendiées par des hélicoptères. Le film a fait un flop retentissant. Fred MacMurray, qui en a fait son dernier rôle, a vu sa carrière se terminer sur une note basse. Le budget de 21 millions de dollars a à peine été couvert et les critiques l'ont démoli. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il a survécu en tant que classique culte. Mais, pour toutes les mauvaises raisons, le prochain moment important est arrivé le 29 mars 1987. Kane a remporté son premier Oscar pour Anna et ses sœurs. Mais il n'était pas là. Il était aux Bahamas en train de filmer Les Dents de la Mer. 4. La revanche. Le tournage du film avait commencé en février 1987 et devait se terminer en juillet. Kane a plaisanté plus tard en disant qu'il n'avait jamais vu le film, mais qu'il avait vu la maison qu'il lui avait achetée. Le film n'a rapporté que 51,9 millions de dollars dans le monde entier et est maintenant classé comme l'une des pires suites de tous les temps. Son Oscar a été accepté par Jeff Bridges et Sigourney Weaver. C'était un contraste étrange. Kane a manqué son moment de gloire en faisant l'un de ses films les plus embarrassants. En 1988, pendant le tournage de Le plus escroc des deux, Kane s'est blessé à la cheville pendant l'une des scènes de comédie physique. C'était ironique qu'il apprenne au personnage de Steve Martin à simuler la paralysie pour arnaquer les gens. Mais hors caméra, Kane a fini par avoir besoin d'un fauteuil roulant lui-même pendant plusieurs semaines. Le film avait besoin d'une chorégraphie soignée et la blessure a forcé des changements dans le calendrier. Kane a ensuite fait l'éloge de la comédie physique de Martin, la qualifiant de tout un nouveau monde pour lui par rapport aux drames intenses pour lesquels il était connu. Puis est venu un tournant en août 1987. Kane a animé Michael Caine on Acting, une masterclass télévisée, où il a partagé des techniques et des histoires douloureuses. Il a révélé comment les agents de casting, dans les années 1950, lui ont dit qu'il était trop laid pour être un rôle principal. L'un d'eux lui a même dit « Vous avez un visage de poisson ». Cela a conduit Kane à adopter des lunettes à monture épaisse, en partie pour couvrir ce qu'il pensait être des défauts. Ce simple changement est devenu sa signature. Le spécial a ensuite obtenu une note IMDb, élevée de 8,1 et a inspiré des acteurs qui ne correspondaient pas au modèle classique d'Hollywood. Dans Mona Lisa, en 1986, Kane a joué un gangster violent. Le film est allé si profondément dans la pègre londonienne qu'ils ont filmé de vraies scènes dans un véritable bordel à Soho. Une nuit, la police a fait une descente dans le bordel en plein tournage, ne réalisant pas qu'il s'agissait d'un plateau de tournage. Pendant 3 heures, les acteurs et l'équipe ont été interrogés tandis que Kane était assis là en costume de gangster complet. Certains des vrais travailleurs ont même fini par être des figurants en arrière-plan, ajoutant une étrange couche de réalisme qu'aucun studio ne pouvait simuler. Dans Sans indice,
1988, Cain a renversé l'histoire de Sherlock Holmes. Il a joué un acteur prétendant être Holmes, tandis que le Dr. Watson, joué par Ben Kingsley, était le véritable génie. Cain s'est déchaîné avec la comédie, mais les producteurs et les ayants droit de Doyle ont été horrifiés. Une blague impliquait une victime de meurtre étant frappée par un excrément contondant. Une autre scène montrait Holmes titubant ivre à travers une scène de crime, détruisant des preuves. Environ 12 minutes du matériel de Cain ont été coupées. Malgré tout, le film est devenu une étrange tournure sur le détective le plus respecté de la littérature. En 1990, il a joué à la fois le Dr. Jekyll et Monsieur Hyde dans une adaptation télévisée terrifiante. Le maquillage l'a transformé en une créature de cauchemar ressemblant à un troll. Un critique a écrit que la chair de l'homme semble bouillir d'une grande chaleur interne. Hyde parlait à peine et sa tête chauve, surdimensionnée, le faisait paraître inhumain. Cain a joué Jekyll comme noble et bon, rendant la transformation encore plus choquante. En 1992, il a accepté le Noël des mopettes. Vous pourriez penser qu'il le jouerait légèrement, mais il ne l'a pas fait. Il a dit au réalisateur qu'il le jouerait aussi sérieusement qu'une crise cardiaque. Entouré de marionnettes, il n'a jamais brisé le personnage. Ce dévouement impassible a donné au film son cœur. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des meilleurs films de Noël jamais réalisés. En 1998, il est revenu à un drame sérieux avec Little Voice. Il a joué un agent de talent louche exploitant une femme timide avec un don rare pour le chant. Les critiques ont salué la performance et le film a reçu 30 nominations dans divers événements de remise de prix. Cela a montré une fois de plus comment Cain pouvait passer de la comédie à l'obscurité sans perdre une miette. En 1999, il a remporté son deuxième Oscar pour l'œuvre de Dieu, La part du diable, jouant le Dr. Wilbur Large, un médecin toxicomane à l'éther dirigeant un orphelinat pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était un rôle complexe. Larch a pratiqué des avortements illégaux et est mort tranquillement d'une overdose d'éther vers la fin du film. Le film a été nominé pour le meilleur film et a été présenté en avant-première au Festival de Venise. Il a rapporté 4,5 millions de dollars contre un budget de 24 millions de dollars. En 2000, il a rejoint Quills, La plume et le sang, un film sur le marquis de Sade. C'était dérangeant et explicite. Kate Winslet, qui jouait une servante, a admis qu'elle détestait faire les scènes de nu. Elle a dit qu'elle n'avait rien à voir avec l'intimité. Le film a choqué le public, mais a été salué pour son audace narrative. Lorsque Batman Begins est sorti en 2005, Cain a rejoint Christopher Nolan dans le rôle d'Alfred. Une scène impliquait une grotte pleine de chauves-sourettes et souris vivantes. Cain avait 72 ans et était terrifié. Il a admis plus tard qu'il avait eu une crise de panique pendant le tournage. Mais ce moment l'a aidé à se connecter émotionnellement à la peur de Bruce Wayne. Sa performance a fait d'Alfred plus qu'un simple acolyte. Cela a fait de lui un mentor plein d'une réelle inquiétude. Dans Le Prestige, en 2006, Cain a joué Cutter, un ingénieur construisant des illusions dangereuses pour des magiciens rivaux. Certains détours étaient si complexes que si quelque chose tournait mal, quelqu'un aurait pu mourir. La présence constante de Cain a donné au film un sens du réalisme, même lorsqu'il explorait l'obsession, la mort et l'illusion. Puis est venu The Dark Knight, Le Chevalier Noir en 2008. Le Joker de Heath Ledger a choqué tout le monde. Cain a admis que la première fois qu'il a vu Ledger en costume, il a oublié ses répliques. Il était vraiment effrayé. Ledger est décédé des mois avant la sortie, à seulement 28 ans. Cain a dit plus tard « Je n'avais même pas fait Zulu quand j'avais 7 âges ». La tournée de presse est devenue écrasante. Chaque interview portait sur la mort de Ledger. Le film est cependant devenu une légende moderne. Enfin, dans The Great Escaper en 2023, Cain a fait son dernier film à 90 ans. Il a joué Bernie Jordan, un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale qui s'est échappé d'une maison de retraite pour assister à l'anniversaire du débarquement. C'était également le dernier film de Glenda Jackson avant sa mort en juin 2023.
Cain a filmé dans une douleur constante, mais il l'a terminé, en faisant l'acte final d'une carrière remplie de risques, de courage et de moments inoubliables. Michael Caine n'avait que 22 ans lorsqu'il a épousé Patricia Haynes en 1955. À l'époque, il était un acteur en difficulté, avec à peine assez d'argent pour survivre. Il a accepté des emplois éreintants juste pour s'en sortir. Il a travaillé dans une blanchisserie, a fait la vaisselle, tout pour rester à flot. C'est devenu si grave qu'il a abandonné son propre rêve de devenir acteur parce qu'il croyait que Patricia avait plus de talent. Elle avait plus de chance. Lorsque leur fille, Dominique, est née le 14 août 1947, la pression n'a fait qu'empirer. En 1958, leur mariage s'était effondré. Cain a admis plus tard qu'il se blâmait pour tout. Il a dit qu'il ne pouvait pas le supporter quand leur fille est venue au monde. Cette époque était si difficile qu'il y avait même des histoires de lui mettant en gage les bijoux de Patricia juste pour payer le loyer. Cet acte a laissé des cicatrices dans leur relation. Pendant des années, il a été éloigné de Dominique. Puis quelque chose d'étrange s'est produit en 1971. Cain était à la maison en train de regarder la télévision quand il a vu une publicité pour du café. En arrière-plan de cette publicité, il a remarqué une femme qui dansait. Son nom était Shakira Baksh. Au moment où il l'a vue, il a dit que son cœur a commencé à battre fort et que ses paumes sont devenues moites. Il s'est mis à genoux juste devant la télévision, la regardant fixement. Il a dit à voix haute « Cette fille est incroyable, je veux la rencontrer ». Il pensait qu'elle vivait au Brésil et était prêt à s'y rendre juste pour la trouver. Mais ensuite, il a découvert qu'elle vivait en fait à Londres. Grâce à un ami dans la publicité, il a obtenu son numéro et l'a appelé sans cesse. Certains disent que c'était 10 jours de suite, d'autres disent 11 fois d'affilée. Elle n'arrêtait pas de dire non, mais a finalement accepté de le rencontrer. Lorsqu'ils se sont rencontrés, il a dit qu'il était tombé amoureux en 8 minutes. Elle a mis un peu plus de temps, 2 heures. Ils se sont mariés le 8 janvier 1973 et d'une manière ou d'une autre, ils sont restés ensemble pendant plus de 50 ans. Mais l'histoire de la famille de Cain cachait des secrets qu'il ignorait même. En 1981, alors qu'il tournait à Los Angeles, un journaliste faisant des recherches sur les institutions psychiatriques est tombé sur un homme dans un fauteuil roulant. Un patient a pointé du doigt et a dit « Vous voyez lui, c'est le frère de Michael Caine. » Cain n'avait pas de frère. Du moins, c'est ce qu'il pensait. L'homme était David, né 8 ans avant Michael. Sa mère avait accouché avant le mariage, pendant que son père servait en Inde. David souffrait d'épilepsie. Par honte, la famille l'avait fait interner à l'Armée du Salut, où il avait subi des lésions cérébrales à la suite de traumatismes crâniens répétés. Cain n'avait jamais été informé, mais la partie la plus choquante était ce que sa mère avait fait. Elle avait rendu visite à David tous les lundis pendant 67 ans, à l'exception des 5 années de guerre. Elle a dit à ses fils qu'elle rendait visite à tante Lihil. Personne ne connaissait la vérité. Pendant que tout cela était caché, en 1973, Cain et Shakira ont accueilli leur fille Natasha le 15 juillet. En 1992, Cain a écrit son autobiographie. Elle a révélé quelque chose que personne n'avait deviné. Son enfance avait été remplie de terreur. Son père, un grand buveur, avait l'habitude de le battre souvent. Il ne se contentait pas de le frapper, il le terrifiait. Ses coups ont façonné l'homme que Cain est devenu. Il a grandi en détestant la violence. C'est pourquoi, même lorsqu'il a joué des rôles difficiles à l'écran, il a toujours refusé de glorifier la brutalité. La consommation d'alcool de son père a transformé leur maison en un lieu de peur. Et cette peur est restée avec Cain jusqu'à l'âge adulte. Elle l'a rendu prudent dans ses relations. Elle l'a rendu doux en tant que père et elle l'a aussi fait boire. Il a eu ses propres problèmes avec l'alcool, mais quand il a rencontré Shakira, elle l'a aidé à les surmonter. En 2010, elle sort. En 2010, un autre sombre secret a été révélé. Cain a révélé ce qui est réellement arrivé à son père. En 1955, son père était en train de mourir d'un cancer du foie, à peine conscient, souffrant sans arrêt.
Cain a demandé au médecin s'il pouvait simplement y mettre fin. Le médecin a dit non. Mais ensuite, il a ajouté quelque chose d'étrange. Il a dit à Cain de revenir à minuit. Lorsque Cain est revenu, son père est décédé exactement à 0h05. À ce jour, Cain croit que le médecin lui a donné une dernière dose. Ce moment a lancé des débats nationaux sur l'aide à mourir. Des groupes planés comme Dignity and Dying ont utilisé la confession de Cain pour faire pression en faveur d'un changement juridique. Mais d'autres ont fait valoir que parce que son père ne pouvait pas donner sa permission, ce n'était pas vraiment un suicide assisté. C'était quelque chose de beaucoup plus compliqué. La vie de Cain a pris une autre tournure lorsque son nom a été lié à un énorme scandale fiscal. Ce n'était pas dans les années 1970 comme les gens le pensaient. C'était le stratagème Liberty. Cain a essayé de protéger 600 000 $ grâce à cela. Ce stratagème était massif, impliquant plus de 600 personnes qui visaient à cacher 1,2 milliard de dollars au HMRC. Le gouvernement l'a qualifié de moralement répugnant. D'autres grands noms étaient également impliqués. George Michael, Gary Barlow, Katie Melua. En mars 2015, l'affaire est finalement arrivée devant les tribunaux. Cain a également parlé de son adolescence dans le Londres d'après-guerre. Les rues étaient dangereuses. Il a rejoint ce qu'il a appelé le gang le plus puissant de la ville. À l'époque, marcher seul pouvait vous faire taillader. Les gangs cousaient des lames de rasoir dans leurs chapeaux. C'était à quel point c'était violent. Cain a dit qu'il n'était resté en sécurité que parce que son gang était craint. Mais il a été clair. Comparé aux gangs d'aujourd'hui, ils étaient comme Mary Poppins. Ils buvaient de l'alcool. Ils se battaient à coups de poing, mais ils ne portaient pas de couteau ni de drogue. Puis est venue la chute à New York. C'était en 2012 et Cain marchait sur Lexington Avenue quand il a trébuché et est tombé dans un nid de poule. Il a eu besoin de pointes de suture et s'est précipité à l'hôpital. La même semaine, il était censé faire la promotion de The Dark Knight Rises à Paris. En raison de sa blessure, il n'a pas pu y aller, mais la première parisienne a été annulée de toute façon à cause de la fusillade d'Aurora. Au lieu d'être contrarié, il a plaisanté en disant que la chute l'avait sauvé de tous les événements de presse épuisants. Sa femme Shakira s'attendait à le trouver triste à l'hôpital, mais il souriait. En 2018, quelque chose de plus grave s'est produit. Il a glissé sur la glace et s'est cassé la cheville. Il avait 85 ans. La blessure a été gardée secrète, mais elle était bien pire que ce que les fans ont été informés. Il a eu besoin de mois de thérapie. Il a commencé à utiliser des cannes et plus tard un déambulateur. Ce n'était pas seulement un petit accident. Cela a changé sa façon de bouger, sa façon de vivre et en 2022, cela a empiré. Il a dû subir une chirurgie de la colonne vertébrale. Sa condition s'appelait la sténose spinale. Elle écrasait ses nerfs et rendait la marche douloureuse. Il est trocé. Il est resté à l'hôpital pendant 1 semaine. Sa femme l'a traité de lion. Elle a dit que l'opération s'était bien passée, mais des photos qui sont sorties plus tard le montraient utilisant un déambulateur étant aidé à monter dans des voitures. Puis est venu le 9 juillet 2025. Cain a été vu dans un fauteuil roulant. Vin Diesel, son ami proche, le poussait à l'extérieur du River Café à Londres. C'était la première fois que le public le voyait comme ça. Il avait une autre blessure à la cheville, plus de complications et venait de quitter un hôpital privé. Ce dîner était pour l'anniversaire de Diesel. Cain avait un pansement sur le visage. Il avait l'air fatigué, mais il travaillait toujours. Les deux tournaient un film indépendant ensemble appelé Mark and Maurice. En 2017, bien avant le fauteuil roulant, Cain avait décidé de changer sa vie. Il voulait voir ses petits-enfants grandir. Il a arrêté le sucre, le sel, le gluten. Il a perdu 30 livres. À un moment donné, il buvait une bouteille de vodka tous les jours et fumait des paquets de cigarettes. Shakira l'a aidé à arrêter. Il a dit « J'ai perdu 30 livres juste parce que je veux voir mes petits-enfants. » À l'époque, ils avaient tous moins de 10 ans. Mais maintenant, en 2025, les choses semblent différentes. Cain a 92 ans. Il a dit dans une interview « J'ai 90 ans maintenant et je ne peux plus marcher correctement et tout ça.
Je suis en quelque sorte à la retraite maintenant. Les fans du monde entier ont entendu ces mots et ont ressenti le poids derrière eux. Ici, un homme qui était autrefois inarrêtable parle maintenant avec une acceptation tranquille. Mais même maintenant dans un fauteuil roulant, dans la douleur, avec des opérations derrière lui et une vie d'histoire dans son passé, il crée toujours, trouvant toujours des moyens de vivre avec un parc.